Pendant la guerre du Vietnam, il ne tombait pas que des bombes. Du ciel descendait une brume jaunâtre, silencieuse, qui s'accrochait aux feuilles, aux rivières et aux corps. Entre 1961 et 1971, plus de 80 millions de litres d'un défoliant appelé agent orange furent déversés sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Conçu pour détruire la végétation et priver l'ennemi de couverture, il a empoisonné la terre, l'eau et les êtres humains. Des décennies plus tard, les effets persistent. Les forêts peinent à renaître. Des enfants naissent encore marqués par ce poison invisible. Ce documentaire retrace l'histoire de l'agent orange, une guerre chimique dont les cicatrices continuent de traverser le temps. La présence française en Extrême-Orient débute en décembre 1624. Au fil des siècles, la France étend son influence dans la région. En 1863, elle place le Cambodge sous protectorat, élargissant son empire au sud. Le Tonkin est conquis, puis l'Annam en 1884 et le Laos en 1893. Lorsque les opérations militaires s'achèvent, l'Union indo-chinoise est créée. Elle réunit la Cochinchine, l'Annam, le Tonkin, le Laos et le Cambodge. En 1907, le Cambodge annexe les provinces siamoises de Battambang et le Siem Reap, fixant les limites définitives de l'Indochine française. En 1920, Nguyen Ai Quoc, futur Ho Chi Minh, fonde l'Association de la jeunesse révolutionnaire vietnamienne. Les premières attaques contre la présence française commencent. Depuis le début de la colonisation, la France exploite intensivement les ressources du pays, l'EVA, le charbon, la main-d'œuvre. La population s'épuise. La colère gronde. La rébellion prend forme, portée par le désir d'indépendance. En février 1930, des violences éclatent. Le gouverneur général Pierre Pasquier promet une répression rapide contre les nationalistes et les communistes. Mais la révolte s'étend. Près de Vinh, 20 000 paysans manifestent leur misère. L'administration coloniale ordonne de tirer sur la foule. Résultat, il y a eu 217 morts et 126 blessés. L'insurrection s'amplifie. Les forces françaises répondent par la terreur. Arrestations, tortures, déportations. Les peines de mort et les exécutions se multiplient. Les humiliations deviennent quotidiennes. La guillotine, parfois, sert de spectacle. La jeunesse vietnamienne se soulève contre l'administration coloniale et contre la collaboration des notables indigènes. Ces affrontements se poursuivent jusqu'en 1937. En 1938, la France exige de l'Indochine un contingent de 1,5 million de soldats et de travailleurs, 15 fois plus que pendant la Première Guerre mondiale. Après la défaite de juin 1940, la France autorise le Japon à occuper l'Indochine. L'administration reste sous l'autorité de Vichy jusqu'en mars 1945, date à laquelle les Japonais renversent le pouvoir français, craignant que les Alliés ne transforment le pays en base d'invasion. Le 11 mars 1945, l'empereur Bao Dai officialise la fin du protectorat français en proclamant l'indépendance du Vietnam. Après la capitulation japonaise, les Français se retrouvent confrontés à l'insurrection vietnamienne. Le 19 août, les troupes japonaises se rendent au nord aux troupes chinoises et au sud de la 16e parallèle aux troupes britanniques. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame la République démocratique du Vietnam. La France tente de rétablir son autorité sur l'Indochine. Le général Leclerc, envoyé par De Gaulle, reprend Hanoï en mars 1946. Mais le Viet Minh lance
immédiatement ses premières attaques. La France reste attachée à la reconquête militaire, malgré les avertissements sur la nécessité d'une solution politique. En 1949, la Chine communiste est proclamée. Et en 1950, la République démocratique du Vietnam est reconnue par la Chine et l'Union soviétique. Les Français subissent plusieurs défaites, culminant avec la bataille de Dien Bien Phu en mars 1954. Le 7 mai, le Viet Minh l'emporte, entraînant les accords de Genève qui divisent le Vietnam. Au nord, la République démocratique du Vietnam. Au sud, la République du Vietnam. La France évacue Hanoï en octobre 1954 et ses dernières troupes quittent le pays en mai 1955. Au nord, Ho Chi Minh bénéficie du soutien de la Chine et de l'Union soviétique. Au sud, Ngo Dinh Diem prend la tête de la République du Vietnam, soutenue par les États-Unis et leurs alliés régionaux. Les élections prévues par les accords de Genève en 1956 ne sont pas organisées par crainte d'une victoire communiste. Une guerre civile éclate, alimentée par la résistance du Nord et par le Front national de libération du Sud, appelé le Viet Cong. L'armée sud-vietnamienne, mal organisée et corrompue, peine à contenir les offensives. Les États-Unis intensifient leur soutien militaire. Sous Kennedy, l'engagement américain se renforce. Sous Johnson, la guerre s'étend au Laos. Sous Nixon, le conflit s'étend au Cambodge, avant un désengagement progressif. La politique de vietnamisation vise à transférer progressivement la responsabilité des combats aux forces vietnamiennes, tout en poursuivant les objectifs américains dans la région. Craignant que le Vietnam du Sud tombe sous contrôle communiste, Eisenhower envoie des conseillers militaires américains pour former et organiser l'armée sud-vietnamienne, afin d'éviter un effet domino dans la région. Ni les États-Unis, ni le Sud-Vietnam n'étaient signataires des accords de Genève, ce qui justifie selon eux cette intervention. En 1961, Kennedy envoie plus de 400 soldats des forces spéciales et 100 conseillers militaires de plus pour entraîner les forces sud-vietnamiennes. Sous leur supervision, l'armée du Sud mène des milliers d'opérations de ratissage contre la population, marquant le début de l'implication directe de l'armée américaine au Vietnam. Le 30 novembre 1961, le conflit prend un nouveau tournant. Kennedy autorise l'épandage massif d'agents chimiques pour défolier les forêts tropicales et détruire les récoltes. Initialement appelé Trade Dust, puis Hades, le programme est rebaptisé Ranch Hand, qui veut dire, en français, ouvrier du ranch. Il vise à éliminer le couvert végétal protégeant les résistants et à affamer les populations et combattants. Le 12 janvier 1962, les premières missions aériennes de l'opération Ranch Hand débutent depuis l'aéroport de Tan Son Nhat à Saigon. Des avions spécialement équipés larguent des agents chimiques sur les forêts et les cultures du Vietnam. Cette opération marque le début de la plus grande guerre chimique de l'histoire. Les épandages visent à détruire le couvert végétal protégeant les combattants du Viet Cong et à anéantir les récoltes afin d'affamer les populations. La majeure partie de la déforestation est réalisée par voie aérienne, complétée par des hélicoptères sur des zones stratégiques et par des engins terrestres pour éliminer les îlots de végétation. Les missions se déroulent à basse altitude, souvent au lever du jour ou par temps humide, pour maximiser l'efficacité du poison. Ainsi, débute un chapitre sombre et durable dans l'histoire du Vietnam, où l'agent chimique devient une arme contre les hommes et la nature.
Entre 1961 et 1965, l'armée américaine répand plusieurs agents chimiques au Vietnam. Chacun portait un nom de couleur pour les distinguer, bien que leur véritable teinte fût souvent brune. Certains agents, comme l'agent vert, rose ou pourpre, contenaient des concentrations élevées de dioxine. Mais leur utilisation cessa en 1964. L'agent bleu, contenant de l'arsenic, visait à détruire les cultures vivrières et fut utilisé jusqu'en 1962. En 1965, une nouvelle génération d'agents chimiques apparaît. L'agent blanc agit sur le métabolisme des plantes pour les détruire. L'agent orange, le plus répandu, est liposoluble et défolia massivement les forêts denses, les mangroves et les cultures des hauts plateaux et du delta du Mékong. L'agent orange 2, ou super orange, et d'autres défoliants expérimentaux complètent ce programme destructeur. Ainsi se déploie une guerre chimique sans précédent, frappant à la fois la végétation et les populations du Vietnam. Au début de 1962, le Sud-Vietnam signe des accords avec les États-Unis sur la pacification et la libération. En réponse, le Nord-Vietnam conclut un accord avec le Pathet Lao pour maintenir la piste Ho Chi Minh sur le territoire laotien. À Saigon, un commandement militaire américain dirigé par le général Harkins est créé. Cette escalade entraîne des dizaines de milliers d'opérations de ratissage et des dizaines de milliers de sorties aériennes sans affaiblir pour autant la guérilla Viet Cong. L'agent bleu, contenant de l'arsenic, détruit les rizières, le manioc et les patates douces. Les familles paysannes subissent des pertes massives de récoltes et sont frappées par des maladies graves, maux de tête, vomissements, diarrhée, convulsions, paralysie et parfois la mort. Les Vietnamiens n'ont aucun moyen de se protéger contre ce poison. Le 1er novembre 1963, le général Duong Van Minh prend le pouvoir à Saigon après l'attaque du palais présidentiel. Le président Diem et son frère tentent de fuir, mais sont retrouvés et assassinés. Le Sud-Vietnam sombre dans le chaos, marqué par les rivalités de pouvoir. Face à la tension internationale, Kennedy décide initialement de réduire la présence américaine, mais son assassinat le 22 novembre 1963 interrompt ce plan. Cette année-là, des dizaines de milliers d'opérations de ratissage sont menées et de grandes quantités d'agents orange chimiques sont déployés. En 1964, la situation s'aggrave. Un coup d'État place le général Nguyen Khan au pouvoir, tandis que la succession de gouvernements et de coups fragilise le pays. Le président Johnson annule le retrait militaire décidé par Kennedy et augmente les effectifs américains. En mai, les bombardements reprennent sur le Laos pour couper la piste Ho Chi Minh et l'agent pourpre, contenant des doses de dioxine supérieures à l'agent orange, est utilisé pour défolier les zones traversées par cette route logistique du Nord-Vietnam. Les incidents du golfe du Tonkin, les 2 et 4 août 1964, sont présentés comme des attaques contre 2 destroyers américains en mission près des eaux internationales. Des rapports erronés et exagérés permirent à l'administration Johnson d'obtenir du Congrès une résolution donnant mandat pour toute intervention militaire directe. En représailles, les États-Unis bombardent des installations côtières nord-vietnamiennes. L'armée américaine est désormais engagée dans le conflit. Peu à peu, la guerre s'intensifie. Des opérations d'envergure frappent le nord et le sud. Bombardements massifs, raids aériens et usage généralisé d'armes provoquant destruction et souffrance civile. En février, l'opération Rolling Thunder lance une longue campagne de bombardement. De nouveaux engins et munitions conçus pour maximiser la dévastation sont déployés sur l'ensemble du territoire vietnamien.
Le pays devient un champ de bataille total. Chaque vallée, chaque rizière, chaque forêt est visée. L'apocalypse commence pour des populations prises entre feu et fumée, sans refuge sûr contre les armes qui balayent la terre et la vie. Le 24 juin 1965, Dow Chemical alerte confidentiellement sur l'extrême toxicité de la dioxine TCDD contenue dans l'agent orange. Cette substance est extraordinairement toxique et présente un énorme potentiel en termes de génération de chloracné et de maladies systémiques. Si elle est présente dans le trichloropathénol, elle sera également dans l'acide T et dans les esters, et pourtant dans les formulations destinées à être vendues au public. Une des choses que nous devons éviter est l'apparition de tout acné chez le consommateur. Je suis particulièrement préoccupé au sujet des personnes utilisant le produit de manière répétée, quotidienne, comme les opérateurs de commande. L'industrie du 2,4,4-T dans son ensemble serait durement touchée, et je m'attends à une législation restrictive, que ce soit son interdiction ou la mise en place de contrôles très stricts. J'ai confiance en votre utilisation judicieuse de ces informations. Il pourrait s'avérer très embarrassant qu'elles soient mal interprétées ou mal utilisées. Les scientifiques savaient que cette substance pouvait provoquer des maladies graves, y compris des effets systématiques et cutanés sévères, mais ces avertissements furent ignorés. Depuis les années 1960, le potentiel mortel de l'agent orange était connu des laboratoires qui considéraient son usage uniquement contre l'ennemi et se désintéressaient des conséquences pour les populations ou les opérateurs. Quand nous avons lancé le programme herbicide dans les années 1960, nous étions conscients du potentiel de dommages dû à la contamination par la dioxine contenue dans les herbicides. Toutefois, parce que le matériel devait être utilisé sur l'ennemi, aucun de nous ne se sentait concerné. Ces révélations font partie des preuves rassemblées par l'amiral Helmo Zumwalt, qui mena des recherches secrètes démontrant que l'agent orange était responsable des maladies touchant les vétérans américains et leurs enfants. Peu avant sa mort en 2000, Zumwalt affirmait : Il est temps de mener des recherches au Vietnam, qui est sans conteste le plus grand champ d'expérimentation de la dioxine de toute l'histoire de l'humanité. Le 19 janvier 1962, le New York Times révèle la défoliation sur les rives de la rivière Saigon, essentielle pour l'approvisionnement entre la capitale et la mer de Chine méridionale. Les cultures de manioc et de patates douces, supposées soutenir le Viet Cong, sont détruites par les agents chimiques, tandis que les tracts distribués aux paysans prétendent que les produits sont inoffensifs. En 1963, Richard Doodman publie des chroniques détaillant le programme américain d'herbicides ciblant les rizières vietnamiennes. En décembre 1965, 25 scientifiques du MIT, d'Harvard et d'autres institutions adressent une déclaration au président Johnson, exhortant l'interdiction de ces armes chimiques et biologiques. Ces alertes sont ignorées et le programme se poursuit, frappant les populations et l'environnement vietnamien. En 1965, la guérilla se poursuit au Vietnam. Johnson envoie des renforts et déploie des missiles sol-air à Da Nang pour frapper le nord. Le 7 mars, 3500 Marines arrivent pour protéger les bases aériennes et navales. En juin, un bataillon australien débarque à Vung Tau. Les effectifs américains passent de 185 000 à 385 000 en un an. L'agent orange continue d'arriver par navire et est stocké sur les bases américaines. Les épandages successifs détruisent les feuilles, puis les troncs, puis les racines des forêts. Des bombes BLU-82 complètent la destruction totale sur de larges zones, permettant l'installation de bases, de troupes et de matériel. Cette stratégie étend l'influence américaine tout en perturbant la culture locale et en déplaçant des populations civiles. À la fin de 1965, dans le cadre de l'opération Tiger Hound, l'agent orange atteint le sud-est du Laos, le long de la piste Ho Chi Minh, puis s'étend sur tout le tiers oriental du pays.
des raids aériens réguliers durent 9 ans, faisant du Laos le pays le plus bombardé du monde au prorata de sa superficie. Le Vietnam subit 3,5 fois le même tonnage de bombes et d'agents chimiques, tandis que le Cambodge connaît un sort similaire, avec plus de 100 000 sites frappés et des épandages répétés d'agents orange. L'obsession américaine se concentre à l'ouest du Vietnam, la piste Ho Chi Minh. Cette voie, construite à partir de la fin des années 1950 le long de la chaîne Truong Son, traverse le Laos et le Cambodge. Elle relie le Nord-Vietnam aux bases de la guérilla au sud et s'étend sur des milliers de kilomètres de sentiers et de chemins de montagne, incluant des voies de diversion pour tromper l'ennemi. La piste est entretenue par des centaines de milliers de civils et de militaires, souvent des jeunes femmes, travaillant dans des conditions extrêmes. Boue, bombardements, napalm et épandage d'agents orange. Malgré la destruction, la piste est constamment restaurée. Entre 1966 et 1971, elle a permis le transport de centaines de milliers de combattants, des milliers de tonnes de nourriture, d'armes et de munitions, tandis que des millions de tonnes de bombes et de produits chimiques étaient déversés pour tenter de l'anéantir. Plus au sud, à 65 km au nord-ouest de Saïgon, le QG de la résistance de Cu Chi s'étend sous terre sur 250 km de tunnels. Ces galeries étroites, adaptées à la morphologie vietnamienne, offrent un refuge aux combattants et permettent des opérations furtives contre les forces américaines. Le jour, les paysans sortent pour travailler les champs. La nuit, ils deviennent des combattants invisibles, frappant les soldats ennemis sous leurs tentes. Ainsi, malgré la puissance militaire et la technologie américaine, le Viet Cong continue d'opérer dans l'ombre en étant insaisissable et tenace. Lorsque les Américains se retirent de leur position, l'état-major ordonne l'aspersion d'agents orange, détruisant la jungle du district de Cu Chi, en empoisonnant les récoltes. Les villages sont rasés par les chars M48 Patton et des bulldozers transformés en forteresses d'acier. Malgré les bombardements au napalm et les gazages des tunnels découverts, le Viet Cong résiste. Pour pénétrer les galeries, les forces sud-vietnamiennes, surnommées les rats de tunnel, sont envoyées à l'intérieur, causant la mort de plus de 10 000 Viet Cong. Dans la région de Cu Chi, plus d'1 million de tonnes de bombes sont tombées, faisant de cette zone l'une des plus bombardées, gazées et défoliées de l'histoire. En 1967, les forces américaines totalisent 510 000 soldats au sol, soutenus par 40 000 hommes de l'US Air Force, 30 000 de la 7e flotte et 700 000 soldats sud-vietnamiens, souvent en première ligne. S'y ajoutent les contingents sud-coréens, thaïlandais, australiens, néo-zélandais, canadiens et philippins. À ce moment, l'utilisation d'agents orange est proportionnelle à l'engagement humain au sol. En février 1967, 5000 scientifiques, dont 17 prix Nobel, alertent sur les dangers de la dioxine, cancer et malformations congénitales. Cette année-là, près de 200 millions de litres d'agents bleus, 5 millions de litres d'agents blancs et 13 millions de litres d'agents orange sont pulvérisés sur le Vietnam, détruisant rizières, forêts et récoltes et condamnant la population à une exposition massive à la dioxine. Au début de 1968, le Viet Cong et l'armée populaire nord-vietnamienne lancent une offensive coordonnée, connue sous le nom d'offensive du Tet, visant tout le Sud-Vietnam. Le 21 janvier, la base de Khe Sanh, près de la frontière laotienne, est attaquée pour détourner les forces américaines des villes ciblées. Le général Westmoreland engage ses troupes et débute la bataille de Khe Sanh. Dans la nuit du 31 janvier, le Viet Cong frappe simultanément plus de 100 villes, s'empare de Hue, des faubourgs de Saïgon, de la radio et de l'ambassade américaine. L'offensive dure 9 mois.
Et malgré l'échec militaire des attaquants, elle bouleverse l'opinion américaine, ébranle l'administration et renforce le mouvement pacifiste aux États-Unis et dans le monde entier. Les bases américaines responsables des épandages d'agents orange sont mobilisées en urgence, réduisant pendant 3 mois l'utilisation d'agents chimiques. Sur le terrain, les bombardements et les épandages détruisent villages et cultures. Le Viet Cong se réfugie sous terre, dans les tunnels où il élève des poissons et cultive des légumes aquatiques. Sous terre, chacun partage son savoir pour survivre et poursuivre la résistance. Le 5 novembre 1968, Richard Nixon remporte les élections présidentielles aux États-Unis et prend ses fonctions le 20 janvier 1969. Le 18 mars 1970, le général Lon Nol renverse Norodom Sihanouk au Cambodge, allié des Américains. Nixon étend alors secrètement la guerre au Cambodge, comme son prédécesseur l'a fait au Laos pour détruire les bases du Viet Cong. Les bombardements sont massifs et systématiques. Nixon, qui veut montrer qu'il ne va pas céder devant les troupes nord-vietnamiennes, affirme : Je l'appelle théorie du dément. Je veux que le Nord-Vietnam sache que j'ai atteint un point où je pourrais tout faire pour mettre fin à la guerre. Pour survivre au bombardement, le Viet Cong s'enfonce plus profondément sous terre, ou se replie au Cambodge, écrasé sous 2 757 000 tonnes de bombes entre 1965 et août 1973. En mai 1970, le New York Times révèle la guerre secrète au Cambodge, relançant la contestation d'un conflit jugé illégal. Pourtant, les effectifs américains au Vietnam diminuent. 475 200 hommes en 1969, 234 600 en 1970, 156 800 en 1971, puis 24 200 en 1972. En compensation, l'armée sud-vietnamienne reçoit un suréquipement massif, 1 million d'armes légères, 50 000 véhicules, 1100 avions et hélicoptères, ainsi que la formation de 12 000 officiers aux États-Unis. L'appui aérien et naval américain reste assuré. Nixon met en œuvre la vietnamisation, visant à rapatrier les troupes vietnamiennes. Les scientifiques alertent sur les effets tératogènes et cancérigènes de l'agent orange, découvert par le docteur Arthur Galston. Nixon ordonne l'arrêt des épandages d'agents orange, tandis que l'agent blanc est encore utilisé, mais en volume réduit. Le sénateur Gaylord Nelson avertit : Il n'est pas impossible que notre pays ait déclenché une bombe à retardement qui explosera sur les populations, avec des incidences qui ne pourront être évaluées que dans un futur lointain. En 1972, le Nord-Vietnam profite de l'opposition anti-guerre aux États-Unis pour franchir la DMZ, défoliée depuis longtemps par l'agent orange, et avance vers le sud avec blindés et artillerie. 200 000 Nord-Vietnamiens traversent les hauts plateaux. L'armée sud-vietnamienne cède et se replie dans la débandade. Les B-52 américains arrêtent l'avancée avec un déluge de feu. Le bilan, plus de 100 000 morts côté nord, 25 000 côté sud. Le 9 août 1974, Nixon démissionne face au scandale du Watergate. Le 30 avril 1975, Saigon tombe, marquant la fin de la guerre du Vietnam. À Ho Chi Minh Ville, au village de l'amitié de Van Can et au village de la paix, à la maternité Thu Du, vivent les victimes visibles de l'agent orange. Ces images, rarement montrées, frappent l'âme. Certains se regardent en se demandant « Qu'ai-je fait pour être ainsi ?» Ces victimes ne sont que la partie émergée d'une réalité effroyable et silencieuse. Entre 1961 et 1971,
Plus de 100 millions de litres d'agents chimiques ont été pulvérisés sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Les calculs de dioxine pure, le principal composant toxique de l'agent orange, varient. Arthur Weisting l'évalue à 170 kg. Le rapport de Jan Stellman, plus précis, l'estime à 386 kg. 3851 villages ont subi des épandages, exposant entre 2 et 4 millions de personnes, sans compter ceux contaminés par l'environnement ou la chaîne alimentaire, ni les enfants nés avec des malformations. La superficie traitée atteint 2,6 millions d'hectares, mais le cumul des épandages équivaut à 12,37 millions d'hectares traités, soit plus de 225 millions de litres d'agents chimiques contenant de la dioxine. Une contamination massive équivalente à 2 fois la superficie de la Suisse. Pendant la guerre, 84 millions de litres d'agents orange et d'autres herbicides ont été pulvérisés sur le Vietnam, souvent dilués, laissant une incertitude sur les quantités exactes. Les estimations les plus fiables avancent entre 500 et 885 kg de dioxine pure. Les épandages au Laos et au Cambodge restent partiellement documentés. Ces opérations relevant de conflits illégaux non approuvés par le Congrès. Le sol vietnamien est profondément contaminé. Les combattants nord-vietnamiens, hommes et femmes, revenant du Sud, transmettent des maladies et des effets tératogènes à leurs descendants. L'usage des herbicides sur le Laos, destiné à préparer le terrain avant les bombardements, est nié par Washington jusqu'en 1982. Après la défoliation, le Cambodge porte plainte auprès des États-Unis. Entre 1964 et 1973, des télégrammes circulent entre Phnom Penh et Washington, et Uod Sombat alerte le Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'usage d'armes chimiques par les Américains. Pour dissimuler l'opération, les épandages ont lieu de nuit et à haute altitude. Entre avril et mai 1969, 173 000 hectares dans la province de Kampong Cham sont touchés, détruisant 12% des plantations d'EVA essentielles aux exportations. Les États-Unis parlent de retombées accidentelles, mais les experts dépêchés sur place confirment la gravité et l'ampleur du désastre sans pouvoir identifier formellement les responsables. D'autres enquêtes suggèrent que la CIA et la compagnie Air America pourraient être impliquées dans le cadre de la guerre clandestine au Cambodge. Le Cambodge réclame 12,2 millions de dollars de dédommagement. Le département d'État reconnaît la responsabilité américaine, mais Henry Kissinger, secrétaire d'État des États-Unis, garde l'affaire secrète, alors que la guerre clandestine s'intensifie. Les épandages d'agents orange provoquant maladies et décès parmi la population et les vétérans et engendrent des enfants nés avec des malformations. Au Vietnam, l'agent orange provoque un véritable écocide. Des sols restent stériles, certaines zones interdites à toute activité économique. Les inondations déplacent la dioxine, contaminant rivières et mers, affectant dauphins, poissons, amphibiens et crustacés incapables de se reproduire. Sur Terre, mammifères, oiseaux, reptiles et insectes sont tués ou souffrent de cancers et de malformations, contaminant la chaîne alimentaire. Plus de 40 ans après les épandages, les forêts ne repoussent pas naturellement. Le Vietnam reconstitue son couvert végétal avec des acacias à croissance rapide sous lesquels des espèces indigènes peuvent se développer. Mais la dioxine reste présente. Chaque année, 1,27% de la forêt vietnamienne continue d'être affectée. Entre 1990 et 2000, le pays gagne 1,1 million d'hectares de plantations. Et en 2004,
1,264 millions de nouvelles plantes renforcent la reconstruction forestière malgré les séquelles de la guerre. Avant leur départ, les Américains évacuent l'agent orange. À la fin octobre 1971, l'opération Spicer Harry retire plus de 5,2 millions de litres du Sud-Vietnam. Entre mai et septembre 1977, l'agent orange est détruite en haute mer lors de l'opération Spicer Ho, sous la responsabilité de l'US Air Force. Le 7 avril 1986, Ronald Reagan signe la loi 99.271, étendue aux femmes ayant servi au Vietnam, tout en précisant que selon scientifiques et industriels, aucun risque sanitaire ne serait lié à l'usage des herbicides. Les recherches sur les demandes d'indemnisation sont suspendues, contrôlées et entravées pour éviter de reconnaître la responsabilité du gouvernement. 68 000 anciens combattants signalent des maladies liées à l'agent orange. Près de 40 000 reçoivent des compensations dérisoires, de 256 à 12 800 $ selon la gravité des pathologies. Les aides sont étendues aux épouses et aux enfants nés avec des malformations. Sous la pression des associations et de l'amiral Zumwalt, la loi Agent Orange est enfin votée en 1991. 30 ans après le début des épandages, l'Académie des sciences doit recenser tous les malades et les recherches scientifiques se poursuivent, révélant progressivement l'ampleur des effets de l'agent orange. Au Vietnam, le lien entre l'agent orange et les malformations congénitales ainsi que les maladies chroniques est rapidement établi par les professeurs Ton That Tung et le Cao Dai. Le premier spécialiste des pathologies hépatiques à Hanoï observe une explosion des cancers et de graves troubles de la reproduction, souvent accompagnés d'anomalies génétiques chez les nouveau-nés. En octobre 1980, le comité 10-80 est créé pour étudier les effets des agents chimiques utilisés par les États-Unis. En 1994, l'Institut de médecine de l'Académie nationale des sciences à Washington publie une première liste des maladies liées à l'agent orange, reconnaissant pour la première fois les effets nocifs de ces herbicides sur la santé. Les maladies sont classées en 4 catégories, directement attribuées à l'agent orange, fortement soupçonnées, supposées liées ou non attribuées. Des mesures sont mises en place pour les vétérans américains, mais les Vietnamiens massivement exposés restent exclus de toute assistance. Lors d'une visite au Vietnam en novembre 2000, la secrétaire d'État Madeleine Albright est face aux responsables vietnamiens qui exposent le problème qu'ils rencontrent dû à l'épandage de l'agent orange durant la guerre. Elle répond aux responsables vietnamiens « Il faut des preuves scientifiques ». La surexposition des Vietnamiens est extrême. La dioxine ingérée au Sud-Vietnam atteint 900 PNG par kilo de poids corporel par jour, soit 140 000 fois le seuil américain. Les enfants sont contaminés dès l'allaitement et naissent avec des malformations sévères, absence de bras ou de jambes, anomalies de la tête, parfois des troubles malformations. Malgré les preuves scientifiques disponibles depuis des décennies, la souffrance du peuple vietnamien reste massive et silencieuse. Lors du 20e anniversaire de la victoire en 1995, le Vietnam annonce qu'1 million de combattants et 4 millions de civils ont été tués. Ces chiffres n'ont jamais été contestés et pourraient être sous-estimés. Le Vietnam a reçu 3 fois et demi le tonnage de bombes larguées pendant toute la Seconde Guerre mondiale. 7 068 032 tonnes contre 2 057 277 tonnes pour l'ensemble du conflit.
Les centres de soins pour les victimes portent le nom de Village de la Paix. Le premier est construit à Ho Chi Minh Ville, dans la maternité Toudou, accueillant 65 enfants gravement touchés. Une seconde structure, le Village de l'Amitié, est créé à Van Can, au nord de Hanoï, pour accueillir près de 200 victimes, enfants et adultes. Les soins médicaux, la rééducation, la scolarisation et la formation professionnelle y sont assurés. Les résidents participent à la culture maraîchère, à l'élevage et à la pisciculture pour améliorer leur nutrition. D'autres établissements seront créés à Da Nang, Nha Trang, Tudomo et Bến Tre. En 2005, le Vietnam compte entre 2 et 3 millions de victimes de l'agent orange, dont 10% sont des enfants. Avec 200 000 à 300 000 enfants touchés, il faudrait 1000 à 2000 villages de la paix. Le pays n'en compte que 11. La justice pour l'agent orange reste un long chemin. La Constitution américaine ne permet pas de poursuivre les responsables politiques pour des actes de guerre de l'armée américaine. En 1950, la Cour suprême a statué que le gouvernement ne peut être tenu responsable des morts ou blessures liées au service militaire. Les victimes vietnamiennes, exclues de toute procédure contre les États-Unis, se tournent donc vers les fabricants de l'agent orange. Fin janvier 2004, un procès s'ouvre à New York. Les victimes vietnamiennes de l'agent orange poursuivent 37 compagnies chimiques américaines pour obtenir des compensations et la décontamination du pays. Malgré 3 millions de victimes, le procès n'a aucun retentissement. La Cour d'appel américaine rejette la plainte. Les avocats qui défendent les victimes voient le procès de New York comme un reflet du procès de Nuremberg, soulignant que les fabricants Raytheon, Chomraft, Lockheed Martin connaissent la toxicité de l'agent orange. Les défenseurs répliquent en rappelant que la société chimique et pharmaceutique IG Farben n'a pas été condamnée à verser des dédommagements pour avoir fabriqué le Zyklon B qui a servi pour exterminer les Juifs. En 2006, l'ONU reçoit des dossiers sur l'agent orange, mais aucune résolution n'est discutée à l'Assemblée générale. Selon le droit international, une arme est illégale si elle est interdite par un traité ou viole les lois et coutumes de la guerre. L'agent orange aurait violé l'article 23 de la Convention de la Haye de 1907. Il est interdit d'employer du poison ou des armes empoisonnées. 3 procédures américaines aboutissent à l'impunité. Or, l'agent orange viole 4 règles fondamentales. Respect du champ légal des combats. Il ne doit pas affecter au-delà des cibles militaires. Règle temporelle. Il ne doit pas agir après la fin du conflit. Règle d'humanité. Il ne doit pas provoquer de souffrance inutile. Règle environnementale. Il ne doit pas causer de dégâts disproportionnés à l'environnement. L'agent orange ne respecte aucune de ces règles. La fabrication, l'épandage et les dommages environnementaux devraient être documentés et réparés. Le nettoyage des zones contaminées et l'indemnisation des victimes pourraient représenter des sommes colossales, mais aucune réparation effective n'a été réalisée. 3 procédures sont engagées par les victimes vietnamiennes de l'agent orange aux États-Unis. Devant le tribunal fédéral de la première instance de Brooklyn, la Cour d'appel fédérale du second circuit de New York et la Cour suprême à Washington. Le tribunal de première instance juge la plainte irrecevable, arguant qu'aucune loi nationale ou internationale n'interdisait l'usage des herbicides. Mais l'agent orange n'était pas un simple herbicide, c'était un poison, l'un des plus puissants jamais synthétisés par l'homme. 1 million de fois plus toxique que la substance naturelle la plus dangereuse. La Cour d'appel cherche un contexte politique favorable pour statuer. La Cour suprême ne trouve que 4 juges favorables sur 9 et rejette
à nouveau la plainte. Elle avait pourtant autorisé en 2003 les vétérans américains à poursuivre les fabricants pour les maladies liées à l'agent orange. 2 poids, 2 mesures. La crainte d'ouvrir la boîte de Pandore des victimes vietnamiennes prévaut. Le 30 janvier 2004, l'Association des victimes de l'agent orange dioxine du Vietnam, dit VAVA, avec 3 victimes, dépose une plainte collective pour les 4 millions de victimes vietnamiennes devant le tribunal fédéral de Brooklyn, réclamant compensation, indemnité, assistance médicale et psychologique, financement de villages de la paix et décontamination des régions touchées. Le 28 février 2004, le New York Times révèle que le département de la justice exhorte le juge à abandonner l'examen de cette plainte. Après les bouleversements liés au 11 septembre 2001 et à la guerre en Irak, la Cour d'appel fédérale du second circuit examine à nouveau la plainte des victimes vietnamiennes de l'agent orange. Le 30 septembre 2005, leurs avocats déposent leurs arguments demandant l'annulation de la décision de la Cour de district. Le 16 janvier 2006, les sociétés chimiques défendent leur position, rappelant que les herbicides visaient les plantes et non les hommes, et que les présidents Kennedy et Nixon avaient été conseillés que leur usage ne violait aucune loi internationale. Satisfaire les plaignants aurait, selon eux, affaibli le pouvoir présidentiel et compromis la souveraineté des États-Unis. La Cour doit rendre son verdict début 2006. Le 26 janvier 2006, en Corée du Sud, Dow Chemical et Monsanto, principaux fabricants de l'agent orange, sont condamnés à verser des compensations aux vétérans sud-coréens ayant servi au Vietnam. Plus de 20 600 vétérans avaient porté plainte et 6 800 reçoivent entre 6 200 et 47 500 $ selon la gravité des maladies liées au poison. Cette décision, qui est la première condamnation de fabricants américains par un tribunal allié des États-Unis, redonne espoir aux victimes du Vietnam, du Laos, du Cambodge, des Philippines, de Nouvelle-Zélande, d'Australie et du Canada. Les entreprises font appel, laissant planer l'incertitude quant à l'issue finale. Début 2007, à Hanoï, la procédure d'appel pour les victimes vietnamiennes de l'agent orange est une nouvelle fois reportée au 18 juin. Le 18 février, France 5 diffuse le documentaire « Agent orange, une guerre sans fin », tourné au Vietnam et aux États-Unis pour suivre la procédure juridique. Le 27 mars, son auteur intervient à Genève lors de la 4e session du Conseil des droits de l'homme à l'ONU pour montrer que l'agent orange continue de contaminer les civils. L'ONU reste silencieuse. Le 18 juin 2007, l'audience commence. Les vétérans américains exposés à l'agent orange plaident pendant 1 heure, suivis des victimes vietnamiennes. Certaines ont fait le voyage depuis Hanoï pour témoigner, mais 2 d'entre elles meurent à leur retour, Madame Nguyen Thi Hong et Monsieur Nguyen Van Quy. Ce dernier, atteint de 5 cancers et père de 5 enfants lourdement handicapés. La défense présente l'agent orange comme une mesure destinée à protéger les soldats américains, alors que le poison a gravement nui à leur santé. L'audience se termine, le verdict est attendu pour 6 mois plus tard, le 18 décembre. Le 16 octobre, le Vietnam devient membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2008-2009. En novembre, le docteur Nguyen Thi Ngoc Phuong se rend aux États-Unis pour mobiliser le milieu médical avant le verdict. Noël et le Nouvel An lunaire passent sans réponse. Le 22 février 2008, la Cour d'appel fédérale du second circuit rejette une nouvelle fois les plaintes vietnamiennes. Pendant ce temps, les victimes continuent de mourir et d'autres
naissent avec des handicaps ou des malformations. En mai 2008, Madame Nguyen Thi Ngoc Phuong se rend à Washington, mais les États-Unis refusent toute responsabilité liée à l'agent orange. Le 6 octobre, les victimes vietnamiennes déposent un pourvoi en Cour suprême. Après plusieurs années d'attente, la décision est rendue publique le 2 mars 2009. Le recours est rejeté. 2 juges se sont retirés. Un 3e avait travaillé pour Monsanto, l'un des fabricants de l'agent orange. L'injustice est totale. L'impunité est accordée aux responsables et la route est fermée aux victimes. Face à ce blocage, un tribunal d'opinion s'ouvre à Paris les 15 et 16 mai 2009, organisé par l'Association internationale des juristes démocrates. Son objectif ? Examiner les actes ayant porté atteinte aux droits des peuples et déterminer les réparations dues aux victimes vietnamiennes. Après audition des témoins et des experts, le tribunal conclut que le gouvernement des États-Unis et les fabricants de l'agent orange connaissaient la dangerosité et la dioxine et ont sciemment dissimulé les études démontrant ses effets. Le tribunal reconnaît le gouvernement des États-Unis coupable des dommages causés à l'environnement qualifié d'écocide. Les fabricants de l'agent orange sont reconnus comme complices. Ils doivent dédommager les victimes, leurs familles et procéder à la décontamination des zones appelées hotspots. Le tribunal recommande la création d'une commission d'agents orange pour évaluer les compensations médicales, thérapeutiques et environnementales à verser dans un fonds destiné aux victimes actuelles et futures. Le Vietnam est invité à constituer une commission similaire. Après l'élection de Barack Obama, 6 millions de dollars sont débloqués pour les programmes sanitaires et la décontamination de l'ancienne base américaine de Da Nang, où les taux de dioxine dépassent 300 à 400 fois les normes internationales. Le Congrès américain envisage une rallonge de 3 millions de dollars pour les victimes vietnamiennes. Depuis 2009, des laboratoires pharmaceutiques s'emploient à développer des traitements capables de réduire les inflammations et les cancers liés à l'agent orange. Chaque découverte est un espoir pour le peuple vietnamien. Chaque avancée, une bataille contre les séquelles persistantes de la dioxine. Mais la science est encore à la croisée des chemins. De nombreuses recherches restent nécessaires pour trouver des solutions efficaces, pour offrir enfin un répit aux générations frappées par ce poison invisible qui continue de hanter le Vietnam. Aujourd'hui, le Vietnam porte encore les cicatrices invisibles de cette guerre chimique. Les forêts, les rivières, les terres et surtout les corps des hommes, des femmes et des enfants continuent de souffrir. L'agent orange n'a pas seulement détruit l'environnement, il a brisé des vies, des familles et laissé une empreinte que le temps seul ne peut effacer. Malgré les victoires judiciaires symboliques et les efforts de décontamination, la mémoire de cette injustice persiste. Les victimes continuent de naître avec des malformations, de lutter contre des maladies incurables et de survivre dans un pays où la guerre aurait dû s'achever, mais où ces fantômes continuent de hanter chaque rivière, chaque forêt, chaque foyer. Ce documentaire rappelle que derrière les chiffres, les procès et les cartes des zones contaminées se trouvent des histoires humaines, des vies brisées par un poison invisible, mais dont le courage et la résilience continuent de raconter la tragédie de l'agent orange pour que le monde n'oublie jamais.